Aujourd'hui, je vous parle d'une série de petits livres écrits par le médiéviste Michel Pastoureau et consacrés à l'histoire des couleurs de la préhistoire à nos jours. 5 ont déjà été publiés, le bleu, le vert, le noir, le rouge et le jaune qui manque encore à ma collection. Mais tant pis, j'ai trop hâte de vous en parler. Vous allez voir, c'est un sujet absolument passionnant puisque Michel Pastoureau explique que l'histoire des couleurs, c'est avant tout une histoire culturelle et sociale et que les distinctions qu'on fait par exemple entre couleurs froides et couleurs chaudes ou couleurs primaires et complémentaires varient en fait en fonction des époques et des civilisations. Le christianisme notamment a beaucoup influé sur la représentation des couleurs en se demandant si la couleur était lumière, auquel cas elle était divine et donc valorisée, ou si elle était matière et dans ce cas-là beaucoup plus dépréciée. Les travaux de Newton aussi au XVIIe siècle avec la découverte du spectre lumineux ont contribué à changer et faire évoluer la symbolique des couleurs et puis évidemment les progrès techniques et scientifiques notamment dans le domaine du textile ont aussi modifié les représentations. Donc c'est un sujet aussi vaste que passionnant et je vous propose de faire une série de vidéos consacrées à ce thème-là et au moins mes vidéos seront hautes en couleurs sans que j'ai besoin de rien faire. Je vous propose de commencer par le bleu, totalement absent des grottes préhistoriques et quasi inexistant dans la civilisation gréco-romaine. On s'est même demandé si les Grecs et les Romains étaient capables de la voir, cette couleur dont ils s'obstinaient à ne pas vouloir parler. Alors en fait, le bleu est dévalorisé parce qu'il est associé aux peuples barbares, les Romains, les Celtes ou encore les Égyptiens, et c'est ce qui explique que dans notre langue française, les mots qui désignent cette couleur ne proviennent pas du latin ni du grec, mais du germain dans le cas de bleu, ou de l'arabe dans le cas d'azur. En fait, c'est le christianisme qui commence à accorder une place importante au bleu, d'abord discrète comme symbole de la lumière céleste, et puis plus importante avec Saint Louis, le roi qui place le royaume de France sous la protection de la Sainte Vierge. Le bleu devient d'autant plus flamboyant à l'époque des guerres de religion où les catholiques exagèrent l'utilisation de la couleur en réaction à l'austérité protestante, et le bleu va continuer son ascension au XVIIIe où il est symbole de progrès, il s'affiche d'ailleurs sur les cocardes révolutionnaires, ou au XIXe où les romantiques en font un symbole de la rêverie et de la mélancolie. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la couleur préférée en Occident, une couleur internationale associée à la paix. C'est pour ça qu'il est associé par exemple à l'Union européenne ou encore à l'ONU. Aujourd'hui, je vous propose de parler du vert, dont l'histoire découle du fait qu'il a été longtemps difficile à fabriquer et à fixer sur les vêtements. Alors bien sûr, c'est le symbole du printemps, du renouveau et de la vigueur. D'ailleurs, le latin viridis a la même racine que vigueur et force, et c'est pour ça qu'on a surnommé Henri IV le vert galant après sa mort, ce qui est un euphémisme pour expliquer qu'il sautait sur tout ce qui bouge. Mais en raison de sa dimension changeante, le vert est aussi associé à tout ce qui est éphémère, la beauté, l'amour, l'espoir ou encore l'argent. Donc c'est une couleur ambivalente qui a un côté positif mais aussi un côté négatif et à partir du Moyen-Âge on représente le diable entouré de créatures vertes, des crapauds, des serpents, des dragons. Les sorcières aussi sont associées au vert notamment parce qu'elles manipulent des plantes toxiques. Il faut dire qu'à l'époque, pour faire tenir le vert sur les vêtements, on utilise du verdé qui est à base de cuivre et qui est donc extrêmement corrosif. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il y a une superstition dans le monde théâtral qui justifie que le vert porte malheur puisque plusieurs comédiens sont tombés malades ou sont morts après avoir porté du vert. Alors qu'aujourd'hui, paradoxalement, eh bien, c'est la couleur de la médecine et de l'hygiène, mais aussi d'une nature salvatrice. C'est pour ça qu'elle est le symbole de l'écologie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du noir. Alors, je sais ce que vous allez me dire, le noir n'est pas une couleur, il a perdu ce statut à la fin du Moyen-Âge et ne l'a retrouvé qu'au XXe siècle. Et pourtant, c'est le premier pigment qu'on a réussi à fabriquer en brûlant du bois ou en brûlant des os. Et le lexique antique, d'ailleurs, est particulièrement abondant pour en parler, ce qui montre que c'était une couleur qui était importante et qui avait une variété de nuances. En fait, c'est le christianisme qui a contribué à rendre cette couleur dangereuse en l'associant au diable et au péché, même si elle garde quand même une symbolique positive en étant associée à la tempérance et à l'humilité. C'est la raison pour laquelle les moines portent souvent du noir. Ce sont les protestants qui ont fait du noir une non-couleur, symbole de neutralité et de sobriété. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les gens de justice et les fonctionnaires de l'État se sont aussi appropriés cette couleur comme gage de sérieux. Mais le noir a principalement connu son essor au XIXe siècle puisque le capitalisme naissant était aux mains de vieilles familles protestantes qui imposaient leur éthique jusque dans la couleur des objets manufacturés. C'est encore la raison pour laquelle aujourd'hui le noir est resté une couleur passe-partout, celle de nos objets du quotidien, les télécommandes, les télés ou les téléphones et même les chiens. Et on termine cette série en parlant de la couleur rouge. D'ailleurs, c'est un pléonasme puisqu'en latin, coloratus signifie à la fois coloré et rouge. On s'est même longtemps demandé si c'était pas la première couleur que l'homme a été capable de distinguer tant elle est dominante dans les sociétés humaines depuis le paléolithique.
D'ailleurs, dans l'Antiquité, on aime bien aussi porter de la pourpre, un symbole de prestige et de richesse. En fait, c'est le christianisme qui nous a appris à nous méfier du rouge en l'associant au péché et surtout aux règles menstruelles, accusées entre autres de faire ternir les miroirs, stériliser les céréales ou encore mourir les abeilles. Et donc les femmes ont interdiction de porter du rouge sous peine de passer pour des prostituées. Il faudra attendre que la Pompadour le remette à la mode, mais sous une forme moins connotée et plus tendre, le rose. Par contre, quand c'est le sang du Christ, alors là, c'est une couleur valorisante et pure. C'est pour ça que les cardinaux, les rois chrétiens et les papes ont longtemps été associés à cette couleur, qui symboliquement d'ailleurs est aussi politique. Elle a failli devenir la couleur du drapeau français à la Révolution, et elle est associée au théâtre depuis le 19e siècle, depuis que Théophile Gautier a entraîné tous les romantiques derrière lui dans la fameuse bataille d'Hernani en 1830, et qu'il portait tout simplement ce soir-là un gilet rouge. Le rouge est donc l'une des couleurs les plus symboliquement connotées, les plus riches et les plus intéressantes.